La Commission électorale nationale indépendante a publié ce 20 août les résultats provisoires des élections municipales partielles du 15 août dernier. Et comme le 30 juin dernier déjà, l'Union pour la République, le parti au pouvoir, rafle la part du lion sur les 63 sièges en jeu. Unir s'adjuge 42 sièges. Le reste est réparti entre les autres partis politiques et les listes indépendantes. Alors, Unir qui confirme son raz-de-marée. On va en parler ce soir avec notre invité Nayot Kofi Kondo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes juriste et analyste politique. Avec vous, donc, on va regarder ce sujet. Mais déjà, ces résultats-là, comme je le disais, sur les 63 sièges en jeu dans les 5 communes, Unir en a 42. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est simplement normal, c'est ça? Oui, je pense que c'est plus que prévisible. Vous savez, dans un système politique, il va falloir que les acteurs qui veulent animer la vie politique d'une nation, bien d'une communauté, doivent pouvoir s'organiser, se préparer, et il ne doit pas y avoir d'improvisation. Lorsque les gens ont mis le paquet, ils s'organisent, ils préparent. Même on parle souvent du laboratoire d'Unir. Oui. Et quand ce laboratoire fonctionne et met les pions en place pour pouvoir jouer le jeu politique, je crois que les gens sont dans une querelle grégaire qui ne dit pas son nom. Et c'est normal que les gens aient leurs yeux pour pleurer ces résultats que les élections municipales ont donnés. Alors, ça veut dire que pour vous, Unir a pris ces élections très au sérieux dès le départ? Oui, ils ont pris ça au sérieux. Ils ont eu à préparer les choses à leur manière. Il y a 2 leçons que nous devons tirer de ces résultats. C'est vrai que la machine au pouvoir a les moyens, c'est eux qui donnent le ton, c'est eux qui décident quand est-ce qu'il faut aller aux élections, quand est-ce que nous sommes prêts. C'est vrai que c'est eux qui le disent. Mais l'opposition doit aussi quand même définir sa stratégie. Parce que lorsqu'on n'est pas le moyen de sa politique, il faut jouer la politique de ses moyens. Jouer la politique de ses moyens, ça voudrait dire quoi? Quels sont les acteurs que nous avons sur le terrain? Longtemps, on avait réclamé ces élections municipales pour amorcer le plan de la décentralisation. Maintenant, est-ce que les gens ont eu les éléments potentiels en qui la communauté font confiance sur le terrain? Non. Nous, on a fait le tour dans les CELI. On a vu que c'est pendant ce temps que les partis politiques couraient derrière les gens qui venaient pour avoir les informations, pour les recueillir et les positionner sur les listes. On ne peut pas aller à une élection dans ces conditions. On ne va pas à une élection en prenant les gens à la va-vite ou bien à l'improviste. Parce qu'aujourd'hui, nous allons, en allant plus loin dans cette émission, nous allons expliquer un certain nombre de choses. Et je crois que les gens comprendront. Ils comprendront également la mesure des choses. Ils prendront les dispositions qui s'imposent parce que nous avons plusieurs échéances électorales en vue. Et ça permettrait d'améliorer les choses si les gens veulent aller très loin. Alors finalement, quand on regarde ces résultats, est-ce qu'on doit dire que Unir est trop forte? Elle prend toujours une longueur d'avance, comme vous le dites. Non, bon, en fait, Unir trop fort, opposition faible, on ne saurait le dire. Du point de vue moyen logistique, on peut dire que Unir est fort. Mais en termes d'actes politiques et puis de stratégie politique, nous dirons également que Unir a les bonnes stratégies politiques, les bonnes manières, mais l'opposition reste toujours à la traîne compte tenu des petites querelles qui les divisent, qui les fragilisent. Ces querelles qui chicotent l'opposition font énormément que l'opposition ne se retrouve pas pour donner les choses ensemble. Je crois quand même qu'il faut aller dans une stratégie où nous gagnons ensemble, où nous périssons ensemble. C'est cette stratégie que l'opposition doit définir. Vous voyez, au lendemain de ces élections municipales, les discours que les candidats ensemble, dans ce qu'on peut appeler la C14, ou bien d'autres alliances, ont commencé par tenir, nous prouvent quand même que les gens ne se retrouvent pas par conviction ou bien par idéologie ou bien pour soutenir le peuple, mais il y a des calculs politiques qui ne disent pas son nom, que le peuple est en train de démasquer petit à petit. Et peut-être s'il y a eu effectivement un vote
qui donne la victoire à UNIR, c'est un message que le peuple envoie à la classe politique de l'opposition. Et les gens doivent parvenir à décoder, rentrer dans leur laboratoire, décrisper tous ces résultats et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment. Ça, si les gens ne peuvent pas, c'est pas parce qu'au lendemain des élections qu'il faut dire oui, non, on n'est pas encore prêt, il faut repousser, il faut aller faire ceci. Non, il faut quand même savoir qu'à un moment donné, les élections doivent être organisées, le corps électoral doit être convoqué. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce n'est pas ça. On a sillonné des communautés, beaucoup de communautés, pour comprendre comment les candidats s'organisent, comment les partis politiques s'organisent. On n'a pas vu le schéma clair sur le terrain. Même lorsqu'on parle d'élections locales, ce n'est pas les militants des partis politiques qui sont des acteurs politiques qu'il faut choisir. Il y a des acteurs déjà engagés aux côtés des communautés qui font beaucoup de choses que les partis politiques devaient soutenir pour se donner la chance. Ils ont laissé de côté tous ces acteurs en privilégiant les acteurs politiques qui ont quelque peu découragé le peuple, en qui le peuple n'a plus confiance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va voir au niveau de UNIR, ils ont choisi quelques-uns de ces acteurs, plus les acteurs politiques, ça peut donner un résultat. Alors, quand on regarde, de toute façon, UNIR a gagné sur toute la ligne, mais il y a quelque temps, on nous disait que UNIR était complètement vomi. UNIR n'avait plus du tout la cote. Ça, c'est le discours. Ça, c'est le discours. Mais, on a vu aussi la matérialisation dans la rue aussi. Non, en fait, vous savez, il faut comprendre autrement le peuple togolais. Le peuple togolais est tellement confiné dans son âme et son corps qu'on profite de toute occasion pour se défouler. Il y a des défoulements du peuple togolais dans la rue. Les gens pensent que c'est un résultat. Ce résultat, il faut le prendre avec pincette et l'analyser autrement. Les gens préfèrent se défouler dans la rue. Les gens se sont défoulés dans la rue, mais dans l'isoloir, les gens ont tenu un autre langage. Les gens ont tenu un autre langage. Et quand vous lancez les mots d'ordre de marche, les gens vont. Cela ne veut pas dire forcément que vous avez la majorité. La majorité, c'est le nombre de membres qui ont détenu la carte d'électeurs et à la fois qui sont déjà l'électorat que vous connaissez et qui ont un nombre sur lequel vous pouvez évaluer le nombre de cartes de membres que vous avez décernées au niveau de votre parti. Quand vous faites l'analyse, vous demandez au parti combien de personnes ont la carte de membre d'un parti. On ne vous donnera pas un chiffre réel. Ça, même pour UNIR, c'est la même chose. Hein? Même pour UNIR, c'est la même chose, mais il y a d'autres stratégies, c'est-à-dire que les gens ont déjà... Il y a les Togolais qui pensent que c'est là seulement que je peux manger. Donc, les gens s'alignent. C'est un peu comme par contrainte, par opportunisme. Par opportunisme. Et puis, les gens, ils vont au niveau de UNIR. Mais en faisant ça, l'opposition doit relire autrement le truc pour dire, oui, aujourd'hui, il va falloir que nous donnions nos cartes aux gens et nous pouvons, à partir de ça, juger nos capacités. Lorsque les partis politiques demeurent toujours un truc clanique, ou bien un truc familial, ou bien un truc des copains entre eux, on n'ouvre pas la vanne, on ne laisse pas la chance aux autres de passer, on ne fait même pas la démocratie à la base au niveau des partis politiques. Est-ce que vous voyez un peu? Du coup, vous allez voir certains partis politiques où le président n'a jamais changé de cap, on n'a pas donné la chance à d'autres. Or, au niveau du NIR, on est en train de rajeunir leur base, on donne la chance aux jeunes. En même temps, la tête reste la même. La tête reste la même parce que la tête gouverne. La tête préside le Togo et c'est un peu ça. Ça ne peut qu'être ça. Donc, du coup, qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Nous, en tant que leaders politiques de l'opposition, face à UNIR, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Analyser les actions de UNIR, déterminer notre position par rapport à ça, mobiliser les jeunes autrement, non pas forcément par la marche, parce que nous avons plusieurs stratégies. L'éducation électorale, il faut toujours faire l'éducation électorale, formuler des curricula sur lesquels nous allons former, appuyer les organisations de la société civile, à outiller les jeunes, à comprendre comment passer le vote. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Nous avions fait un exercice, je crois, en 2007, avec la commission Justice Vérité sous le professeur Kokwi Magloire.
à l'époque, en 2007, les élections législatives, nous avions approché les candidats de nous fournir leur projet de société afin que nous puissions faire un recueil et éduquer le peuple à lire à travers le programme de société et pouvoir choisir les candidats potentiels. Nous avions été surpris que les candidats aux élections nous disent qu'ils n'ont pas de programme de société, que ce n'est pas une élection présidentielle. Et pourtant, ils vont à ces élections sous les couleurs des partis politiques. Ça voudrait dire que depuis lors, certains partis n'ont pas de programme de société et ne savent pas sur quoi ils fonctionnent. Tout le monde navigue à vue, entraînant le peuple sur ces bateaux, un voyage dont on ne connaît pas la destination, et c'est trop facile de dire que celui-ci est diable, celui-ci est blanc, et tout le monde le dit. J'ai fait un exercice tout de suite. Quand on m'a invité à cette émission, j'ai lancé les trucs sur WhatsApp en invitant certains, suivez l'émission, je vais animer. Les gens ont dit tout de suite, finalement, tu es rentré dans UNIR. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est la façon dont le Togolais est conçu. Et l'opposition doit aussi comprendre qu'il faut déconstruire le Togolais pour le reconstruire si nous voulons espérer une élection digne du nom. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas un peu, si je suis votre raisonnement, je parviens peut-être à la conclusion en disant, est-ce que ce n'est pas un peu ce peuple-là qui est hypocrite? Le peuple n'est pas hypocrite. Vous savez, on dit souvent il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que de mauvais officiers. Les mauvais officiers qui ne donnent pas d'orientation, parce qu'ils doivent être un guide, ils doivent conduire le peuple dans une direction où ils pensent qu'ils sont en train d'aller. Lorsqu'ils n'ont pas une bonne orientation, et il n'y a pas, les membres de leur parti ne partagent pas la vision, les idéologies de leur parti, c'est normal que tout le monde vacille de gauche à droite. On ne sait pas ce qu'on fait au juste. On ne fait pas au juste ce qu'on fait. Donc, du coup, je crois quand même que le peuple est à l'image de ceux qui veulent être les dirigeants, les mentors ou bien les leaders de ce peuple. Il faut vraiment un leader charismatique orienté qui va afficher ses idéologies, ses aspirations, ses actions de manière à ce que le peuple puisse comprendre et partager les choses, ces mêmes aspirations, afin de savoir où est-ce que nous allons tous ensemble. Sinon, si cela n'est pas fait, je crois quand même qu'en 2020, le même schéma va se poser. Les gens vont penser que... On va quand même parler tout de suite de 2020, mais quand on regarde un peu du côté de l'opposition, est-ce qu'on devrait dire que cette opposition-là, je prends toute l'opposition dans son ensemble, est-ce qu'elle est allée à ces scrutins perdante? Oui, bien sûr, ils sont allés à cet scrutin perdant. Pourquoi? Parce que déjà, pour les élections municipales qui s'étaient passées avant, ils ont donné le mot d'ordre à la population de ne pas aller se faire enregistrer. Les législatives de 2018. De 2018. Pourquoi? Parce que le recensement est un droit civique et nul ne peut l'interdire à qui que ce soit. Le faire, c'est une aberration totale, c'est une erreur politique. Et quand c'était resté comme ça, même à un moment donné, quand on a lancé un rattrapage de 3 jours, ça n'a pas donné. Ça a eu les conséquences qui ont répercuté sur l'effectif. Les inscrits qui devaient voter pour les municipales, et beaucoup de leur électorat sont restés à la maison, ne se sont pas enregistrés, ne sont pas fait recenser. Mais ils ont dit qu'à l'époque, il y avait une situation qui leur imposait de prendre cette attitude-là aussi. Oh non. Vous savez, nous savons quand même qu'au lieu de forcer la CENI à ouvrir un guichet qui est là permanemment pour que quiconque veut se faire enregistrer passe à la CENI, se faire enregistrer, et lorsque cela n'est pas le cas, on donne l'opportunité. Je ne vois pas les raisons qui peuvent quand même orienter cette décision d'empêcher les gens de se faire recenser. Il n'y a même pas de raison. Pas de raison du tout. Lorsque, par exemple, au niveau des dialogues conduits par le président ghanéen, lorsqu'il y a eu d'achoppement, il y a eu d'achoppement, mais laissez quand même les gens s'enregistrer et vous allez poursuivre les discussions, parce que lorsqu'il y a une négociation, vous n'allez pas toujours croire que vous devez gagner forcément.
Vous ne devez pas gagner forcément. C'est une négociation. L'autre partie aussi vient avec les idées, vous venez aussi avec les idées. Mais ce qui est de droit, donnez la chance à tout le monde de jouir de ses droits et vous verrez ce qu'il y a lieu de faire dans l'avenir. C'est ça, lorsqu'on a empêché le droit de s'exercer parce que nous avions beau crier que nous devons être dans un état de droit. Dans un état de droit, lorsqu'on comprend l'expression état de droit, on sait qu'on ne peut jamais interdire à un concitoyen de se faire recenser. Donc, ça a eu pour conséquence la débarque de 2019. C'est une des conséquences directes. Ça veut dire pour vous, la logique aurait voulu ou aurait été que l'opposition ne participe pas à ce scrutin? Non, en fait, il devait y participer. Mais comment? L'opposition, moi, je pensais même que les partis politiques comprendraient de se mettre en retrait et donner la chance aux collectivités de désigner les gens, de choisir les gens de la société civile pour les représenter, puisque eux comprennent mieux la communauté, ils partagent le quotidien, ils œuvrent déjà pour la résolution d'un certain nombre de problèmes au niveau des communautés et ces gens peuvent déjà orienter plus l'action dans le cadre de la décentralisation, que ce soit aujourd'hui les politiques. Et vous comprenez combien c'est difficile aujourd'hui pour que ces élus locaux siègent fondamentalement parce qu'il y a un problème crucial du choix de celui qui doit être le maire et consort. Mais est-ce que UNIR doit se réjouir de sa victoire dans la mesure où l'abstention a été record également? Bon, en tout cas, ça dépend. Les membres du UNIR peuvent comprendre pourquoi ils doivent jubiler ou pourquoi ne pas jubiler. Parce que, est-ce que dans une nation donnée, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un camp qui a gagné? Aucun camp n'a gagné parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque UNIR a dit la solution, c'est avec nous. C'est avec nous, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les élus locaux doivent imprimer sur le terrain cette solution qui est avec UNIR. Et ce n'est qu'après avoir imprimé cette solution-là qu'on peut jubiler. Pour le moment, rien n'est fait. Parce qu'il y a des communautés qui souffrent encore. Beaucoup de communautés qui souffrent. Est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui à libérer les choses? Vrai, il y a eu les élections locales. Mais il faut la décentralisation, effectivement. Et après la décentralisation, il faut la déconcentration. Après la déconcentration, on va voir quelle est l'autonomie, la marge d'autonomie qui est laissée aux élus locaux de pouvoir décider. Parce qu'aujourd'hui, tel que les gens sont positionnés sur les listes électorales sans connaître de fond en comble ce à quoi ils s'engagent, il y a un problème énorme qui se pose. Vous allez approcher beaucoup, ils ne savent pas ce que c'est. C'est une élection. Le coût est moins. 20 000 francs, les gens se sont mobilisés pour participer. Les gens même ont voté, payé pour beaucoup de candidats. Mais ces candidats qui sont sur ces listes-là, est-ce qu'ils comprennent le jeu de la décentralisation? L'élection à laquelle ils ont participé, est-ce qu'ils le comprennent? Pas du tout. Maintenant, le Togo sera obligé de mobiliser des milliards pour former les gens, afin que les gens puissent assumer, soit à peu près à un niveau acceptable pour animer ces communes. Or, préalable, il faudrait que les gens qui s'y connaissent, qui maîtrisent les choses, qui doivent s'engager pour le faire. Mais quand c'est perçu comme un jeu politique, où c'est l'affaire des partis politiques, les gens se sont mis en retrait. Et les politiciens doivent s'engager, ils doivent rentrer dans cette crise que nous connaissons déjà avec eux, qui ne permettra pas que les gens, jusqu'en 2020, les gens, les communautés, les élus locaux ne vont pas encore siéger. Ils ne vont pas encore siéger et les populations seront là comme ça. Le schéma que nous voyons devant, c'est que l'État le gouvernement sera obligé de nommer encore des gens pour présider ces communes. Oui, mais de toute façon, dans quelques jours, il y aura la première réunion du conseil municipal et puis on va mettre un maire et ses adjoints vont être installés. Bon, la décentralisation marche déjà. Pour Lomé, il n'y a même pas de souci. Le problème seulement n'est pas de Lomé, mais sur l'ensemble du territoire. Lorsque nous voulons faire les analyses, nous n'allons pas rester seulement au niveau de la capitale. Normalement, c'est le même schéma sur toute l'étendue du territoire dans les 117 communes. Il est dit que le préfet convoque les élus locaux. Les élus locaux, à l'issue de cette première convocation, les gens doivent élire le maire. Et ses adjoints. Mais vous avez le discours qui est sur le terrain. Les gens supposent que
nous devons faire des coalitions. Si nous sommes vice ici, nous devons être le maire de l'autre côté. Si nous sommes maire ici, nous devons être vice de l'autre côté. Rien ne prouve que vous devez l'être forcément. Ça dépend du programme que vous avez, que votre parti politique vous a donné. Et est-ce que les gens, la population a voté aujourd'hui un programme? La population n'a pas voté un programme. C'est juste parce qu'il y a eu une élection, les gens sont allés voter, parce qu'il faut aller voter. Maintenant, il va falloir que la population soit éduquée pour comprendre comment contrôler l'action des élus. Contrôler l'action des élus doit donner un coup de pouce à l'actionnariat politique que les gens mettent en marche sur le terrain et pouvoir impulser le développement dans le milieu. Alors, ça veut dire quand même qu'on a eu une élection municipale et on espère pouvoir entrer en décentralisation, mais la large victoire de UNI fonctionne comme si on revient dans une sorte de délégation spéciale. Sorte de délégation spéciale pour les gens de UNIR qui veulent à tout prix être le maire parce que vous savez que... Bon, de toute façon, ils ont la majorité. Ils ont la majorité. Maire, je pense dans plus de 80 communes. Hein. Bon, justement, parce que là, ça leur donne la chance d'avoir les maires un peu partout. Et ça pose un problème énorme pour l'opposition, pour les échéances électorales prochaines parce que le vote se passe d'abord à la base. Et lorsque vous n'avez pas la majorité à la base, il est fort probable que vous ne puissiez pas passer. Il est fort probable. Ce qui fait que les gens veulent aujourd'hui faire le forcing pour être maire malgré que les gens ont la majorité et il n'est pas possible de céder. Donc c'est ça qui donne le jeu d'alliance, de coalition dont les gens parlent. Mais jusqu'à quand nous allons finir avec cette guerre pour donner la chance aux communautés d'espérer? Alors, on sait également que c'est municipal. Hein, on espère que le chapitre est ainsi clos pour l'élection municipale. Mais elles interviennent à moins d'un an de la présidentielle de 2020, où on sait que les appétits également sont en train de s'aiguiser. Est-ce que c'est un présage pour 2020, pour la victoire de UNIR? C'est plus que prévisible. Et vous savez, UNIR met sa machine en marche depuis. Ils savent qu'avec le même schéma par lequel ils ont gagné les élections municipales, ce schéma pouvait déjà marcher. Les gens s'organisent déjà au niveau des préfectures, un peu partout, pour mettre leur stratégie en place. Et ils sont en train de peaufiner. Mais aujourd'hui, la classe politique qui doit aller contre UNIR doit pouvoir choisir qui sera candidat. Et surtout de ça que le problème se pose. Et lorsque, par exemple, entre eux, l'alliance ne se définit pas pour prendre la tête des communes, il est possible qu'ils ne peuvent pas s'entendre pour définir un schéma clair pour les élections prochaines. Donc, du coup, le boulevard est toujours ouvert lorsqu'il n'y a pas un candidat qui va créer la surprise. S'il n'y a pas de candidat qui pourra créer la surprise, je crois quand même que UNIR est bien parti pour gagner encore en 2020. Mais on est quand même dans une élection qui se fera à 2 tours. On est dans une élection qui se fera à 2 tours, mais les 2 tours ne disent pas forcément qu'il y a un camp qui doit perdre. Puisque à l'époque, c'est là encore que c'est intéressant parce que lorsqu'il y a seulement 2 qui doivent passer le 2e tour, c'est beaucoup plus facile de discuter, de comprendre. Lorsqu'il n'est pas trop radical sur ses aspirations, on peut déjà forcer les choses. Puisqu'on a vu comment ça s'est passé au niveau des élections locales, les gens ont changé rapidement de bord, ils ont changé de langage. Ils ont changé de langage, on comprend également ce qui pouvait être sur le terrain. Puisqu'il y a une crise de confiance entre la classe politique de l'opposition. Et pour l'opposition, est-ce qu'il est possible en 2020 de renverser la vapeur? En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il faut que l'opposition comprenne qu'ils ont intérêt à exprimer les attentes du peuple togolais. Ils ont intérêt à dire réellement qu'est-ce qu'ils veulent faire pour le peuple togolais. Aujourd'hui, avec ceux qu'ils ont positionnés, qui sont élus pour les élections locales, si les gens là peuvent comprendre le principe de la gouvernance locale, de la décentralisation, du développement local et des principes de budget participatif, ne serait que sur ces aspects, et couplé avec
l'éducation électorale, je crois quand même que ça peut donner un coup de pouce, mais cela ne garantit pas à 100% le renversement de la vapeur. Nayot Kofi Kondo, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Juriste et analyste politique. On va marquer une pause pour regarder le journal et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes dans Regard croisé.